La révolution verte viendra-t-elle un jour? Comment nourrir la planète de manière durable et équilibrée? L'ancien rapporteur de l'ONU sur l'alimentation, le Belge Olivier de Scutter, en est persuadé. Si l'on révolutionne notre modèle agricole, eh bien on peut nourrir 2 fois la planète. Mais pour l'heure, tandis que l'Occident souffre d'obésité, 3 milliards d'êtres humains souffrent, eux, de la faim. Et si on commençait à changer les choses dès maintenant, dans nos propres champs? Le débat est ouvert. Bonsoir Olivier de Scutter, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'IPES Food, groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Vous êtes donc l'ancien rapporteur de l'ONU en charge de l'alimentation. Avec nous également Jean-Louis Cazobon, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France. Olivier de Scutter, vous avez été pendant 6 ans rapporteur spécial de l'ONU pour l'alimentation. On connaît vos rapports alarmistes. Vous avez plusieurs fois mis en garde contre les risques qui guettaient notre planète. Aujourd'hui, vous dirigez donc IPES Food, qui veut être, si l'on peut dire, à l'alimentation, ce que les experts du GIEC sont au climat. La situation en matière agricole et alimentaire est-elle aussi grave? En tout cas, à partir de l'alimentation, on peut transformer beaucoup de choses. Et en particulier, quand on mesure l'impact de l'alimentation sur l'environnement, sur la santé publique, sur le développement rural, c'est un lieu à partir duquel le développement durable peut vraiment s'entamer. Et nos modes de produire et de consommer ont des impacts très importants qu'on peut réformer. Nous produisons aujourd'hui suffisamment pour nourrir pratiquement 2 fois la planète. On produit l'équivalent de 4600 kilocalories par jour et par personne, mais on a des pertes considérables, on a une inefficience dans la distribution et on a surtout une très grande masse de pauvres qui ne parviennent pas à vivre décemment de l'agriculture qu'ils pratiquent dans les pays en développement. Jean-Louis Cazobon, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Oui, je n'ai pas l'expertise de mon collègue, mais effectivement, je crois qu'il y a une question d'équilibre sur la planète. Il y a des secteurs aux 4 coins du monde où nous produisons beaucoup et à profusion, et d'autres coins de la planète où on ne produit pas on peut pas nourrir la population qui est sur place pour diverses raisons. Et au-delà peut-être à l'avenir, sécurité alimentaire aussi sera liée avec la sécurité climatique. Mais ça, très franchement, vous sentez que c'est une préoccupation des agriculteurs en France? On les voit souvent manifester comme ce week-end pour des revendications, pour défendre leur profession. Est-ce qu'ils sont conscients de ce risque? Je ne peux pas généraliser, je ne sais pas si tout le monde est conscient de ce risque, mais je pense que cette analyse elle est partagée par un certain nombre d'entre eux et que demain, il y a des éléments à maîtriser par rapport à ça. Il y a un véritable enjeu. Je crois que l'agriculture, ce sera peut-être un pivot de l'économie future. Ça passe souvent pour un secteur passéiste et désuet, et demain, ce sera sans doute une activité à prendre en compte différemment. C'est pas un état de vie, c'est un secteur de l'activité économique française. Olivier de Scutter, nourrir la planète de manière durable et équilibrée, tout le monde pratiquement sera d'accord, quoique, on va y revenir, mais concrètement, que faut-il changer? Quelle est la priorité? Je crois vraiment que nous devons reterritorialiser les politiques, miser sur le développement de systèmes davantage locaux, relier de manière plus étroite les consommateurs aux producteurs et sortir de cette espèce de prise en otage de l'agriculture par les politiques de l'agro-export. Au fond, beaucoup des politiques agricoles, et on n'a pas vraiment de politique alimentaire, on a des politiques agricoles, visent à booster la production pour exporter mieux sur les marchés internationaux, ce qui a conduit à des investissements notamment dans les grandes cultures céréalières, et on a sous-investi dans les plus petites exploitations qui pouvaient produire pour nourrir les communautés locales. Et c'est un problème au nord comme au sud. Donc avoir des politiques qui recréent ces systèmes agroalimentaires locaux, c'est vraiment la clé pour l'avenir. Alors je prends le livre de Bruno Parmentier, Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde. Vous avez préfacé ce livre, vous identifiez 4 chantiers majeurs. Quels sont-ils ? Alors, il y a plusieurs réformes à entreprendre d'urgence. La première, c'est l'agroécologie, des méthodes de production beaucoup plus durables qui permettent de recycler les déchets et de dépendre beaucoup moins des énergies fossiles. Deuxièmement, il faut développer la protection sociale. N'oublions pas que la faim n'est pas une question aujourd'hui de disponibilité suffisante de nourriture, nous produisons assez, c'est une question de pauvreté. Il faut donc inciter les pays en développement à développer des mécanismes de protection sociale. Troisièmement, il faut rebâtir des systèmes agroalimentaires locaux. Je suis convaincu que l'accent mis sur les chaînes longues, transformant les agriculteurs en fournisseurs de matières premières pour l'industrie agroalimentaire,
est un problème aujourd'hui. Au fond, c'est ce qui a déterminé toutes les politiques publiques. Il faut aller vers des politiques plus relocalisées. Et enfin, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire qui représente un tiers des pertes sur l'ensemble de ce qui est produit. Un tiers est perdu qu'on pourrait utiliser. Jean-Louis Cazobon, la France est un pays qui a beaucoup misé, c'est historique, sur ce qu'on appelle l'agriculture intensive. Est-ce que vous sentez une évolution poindre son nez? La France s'engage-t-elle dans cette nouvelle voie, cette nouvelle agriculture que, semble-t-il, vous appelez aussi de vos voeux? Oui, je pense que c'est une réalité. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les stratégies à développer ne seront pas les mêmes selon où on se situe, sur un coin de planète ou un autre. Dans nos sociétés développées, je crois que il a tout à fait raison de dire ça. On va s'orienter, et c'est ce que l'on prône du moins, vers des filières territorialisées, que le consommateur appelle de ses voeux aussi, de relocaliser, d'avoir une proximité, des produits de qualité avec une certaine valeur ajoutée, sortir d'une logique de production de minerais. Mais je ne veux pas opposer les filières, parce que de notre côté, il y a des créneaux sur lesquels l'agriculture et peut-être certaines industries agroalimentaires a des cartes à jouer. Ce sera peut-être une nécessité aussi pour certains pays du globe de s'approvisionner certaines matières là aussi. Mais enfin, l'autre agriculture aussi, cette agriculture à valeur ajoutée, je crois qu'elle a sa carte à jouer dans les années qui viennent. Quels sont les freins? Les grands céréaliers sont souvent accusés d'être les freins de cette nouvelle agriculture. Oui, bon, je ne sais pas si ce sont les freins et les céréaliers. Bon, si je prends mon cas personnel, je serais né avec une exploitation de 200 ou 300 hectares, j'aurais peut-être fait que j'aurais exploité ces créneaux-là parce que c'est économiquement, c'est vers là qu'il fallait tendre. Et puis, manque de peau, tout dépend, ou manque de chance, si vous voulez, tout dépend du coin où vous êtes né. Vous devez développer d'autres stratégies pour aller chercher cette valeur ajoutée qui permet de faire vivre une famille. Et aujourd'hui, ces créneaux-là sont porteurs parce que les consommateurs de notre pays le demandent. Olivier de Scutter, est-ce que vous identifiez des freins pour que l'agriculture française, belge, mondiale, opère ce virage? Il y a beaucoup de verrouillage. On est face à un système très inerte qu'il est difficile de déplacer. Et je pense qu'un verrouillage majeur, c'est au fond d'ordre socioculturel. Les goûts du consommateur ont été en réalité façonnés par l'industrie agroalimentaire et on demande une disponibilité de produits variés à tout moment de l'année. On est très dépendant d'alimentation transformée et donc on a oublié parfois comment préparer des aliments frais et je pense que dans le chef des consommateurs il y a une révolution à faire qui doit accompagner celle que les producteurs sont en train de faire vers des cultures qui sont plus saines, qui sont plus nutritives et qui économisent davantage les sols. Justement, vous dites plus nutritive, il y a un sujet qui fait débat, qui fait polémique, on en a déjà parlé dans 64 minutes, il y a notamment le riz doré, j'ai envie de vous demander, certains disent que la solution passe par les OGM, les organismes génétiquement modifiés. On vous entend peu à ce sujet, Olivier de Scutter. Dites-nous votre point de vue. Écoutez, les OGM sont un peu un chiffon rouge qui divise énormément et dont il faut mettre en perspective le rôle. Ils ont été utiles à certains grands agriculteurs dans les pays riches qui fonctionnent selon les mécanismes de l'agriculture industrielle pour lesquels cette solution peut convenir. Pour beaucoup de petits agriculteurs du Sud, les OGM, qui les placent sous la dépendance d'une firme, en fait, Monsanto, qui détient 90% des brevets en biotechnologie, est extrêmement périlleuse parce que ils ne peuvent pas se permettre de devoir acheter chaque année à un prix exorbitant. C'est la question du monopole et l'appauvrissement des paysans dans le monde qui est posée. Oui, mais c'est aussi l'hyperspécialisation qui n'est pas une source de protection contre le risque. Et le grand danger, c'est pour des paysans qui s'endettent de perdre du jour au lendemain toute leur récolte parce qu'ils ont misé sur une culture qui n'était pas appropriée au contexte dans lequel ils opèrent. Par conséquent, les OGM ne sont certainement pas la panacée pour l'ensemble des agriculteurs du monde. Vous qui êtes agriculteur du sud de la France, quel est votre avis sur ces OGM ? Aujourd'hui, sur les OGM, je n'ai pas une idée bien arrêtée, mais ce qui me choque, c'est
qu'on ne puisse pas aller plus loin dans la recherche. On ne peut pas se contenter, au nom du principe de précaution, de réfuter ces recherches-là, parce que je pense que notamment en matière d'économie d'eau, de recherche de plantes résistantes à la sécheresse, avec un réchauffement climatique qui s'annonce, il y a peut-être des solutions de ce côté-là. Alors je ne fermerai pas la porte comme ça aux OGM au nom d'un idéal. Je ne veux pas non plus les promouvoir, mais moi je pense qu'il faudrait aller plus avant, aller chercher au moins ne pas fermer la porte à la recherche. Les Nations Unies ont fait de cette année 2014, Jean-Louis Cazobon, l'année de l'agriculture familiale. Est-ce que ce n'est pas là aussi une partie de la solution? Est-ce que c'est encore possible? Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais effectivement, moi, je crois beaucoup à l'agriculture familiale, à ces systèmes-là, parce que au-delà de l'agriculture, qui a une entrée économique, vous me parliez du sud de la France, dans ma région, dans mon département, derrière l'agriculture, il y a toutes les paysages reportent sur l'agriculture, l'entretien des territoires, c'est l'homme et l'animal qui produisent, et là, j'insiste sur le mot produire le paysage, parce que c'est une nécessité qu'il y ait des hommes et des animaux dans ces zones-là. Alors, au-delà de l'activité économique, il y a c'est le socle aussi sur lequel repose notamment le tourisme, le ski, et c'est toute une économie qui repose sur la présence de l'agriculture. Et ça, je ne suis pas sûr que tous les décideurs en aient conscience. Alors, il y a des agriculteurs en France qui sont endettés, Jean-Louis Cazobon. On a le sentiment qu'on est en panne de modèle. Les paysans se plaignent souvent d'être soumis à la grande distribution. Au fond, c'était le sens de ma question il y a quelques minutes. Est-ce que ce n'est pas la survie même de votre profession qui est en jeu, au-delà bien entendu de la nécessité de pouvoir alimenter 1 milliard ou plus d'individus? Est-ce que ce n'est pas votre profession qui est en danger? Bien sûr que notre profession est en danger. Et vous parliez tout à l'heure de certaines exactions qui ont été commises, qui traduisent une détresse et un ras-le-bol. Et effectivement, très souvent, dès qu'il y a un problème dans un secteur ou un autre, c'est l'agriculture qui est montrée du doigt. Et effectivement, là, on est aujourd'hui sur un secteur d'activité qui peine à dégager des marges pour faire vivre la famille. Ça, c'est une réalité. Et il faut revoir aussi le partage des marges, le partage de la valeur ajoutée. Il faut que, si on veut garder les agriculteurs, il faut que ce métier soit rentable et qu'il puisse faire vivre les hommes et les femmes qui y travaillent dans ce secteur-là. Olivier de Scutter, vous avez fait tout à l'heure une allusion au Sud, aux pays du Sud. Nous pourrions, dites-vous, nourrir 2 fois la population mondiale. Des études le montrent, certes, c'est vrai. Mais on a le sentiment aussi que dans les pays du Sud même, vous parliez tout à l'heure aussi d'une culture de l'alimentation, on a l'impression que dans ces pays-là aussi, il y a un modèle qui s'impose, c'est celui des fast-foods, de l'alimentation rapide, au détriment des aliments de qualité. Donc, est-ce qu'à l'ONU, on est conscient de ce sujet-là ? Nous exportons l'obésité en exportant des modes de vie, en exportant des aliments fortement transformés qui ont un impact aujourd'hui majeur sur des pays comme l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, sans compter évidemment des pays plus avancés comme le Mexique. Et nous avons aujourd'hui 600 millions de personnes dans le monde qui sont obèses et qui vont développer, plus que d'autres, des diabètes, des cancers, des maladies cardiovasculaires. C'est un problème majeur de santé publique et aujourd'hui, l'obésité tue plus que la sous-alimentation. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Je considère pour ma part qu'il faut réformer de manière radicale notre manière de nous alimenter et que la dépendance sur les produits alimentaires fortement transformés, plus riches en graisses saturées, en sucre, en sel, est un véritable fléau. Et je crois qu'il faut traiter certaines alimentations, certaines boissons, comme on le fait du tabac et de l'alcool. Ce sont des produits nocifs pour la santé. Olivier de Scutter, merci à vous. Jean-Louis Cazobon, merci à vous. Jean-Louis Cazobon, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France. Olivier de Scutter, président d'IPES Food, groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, ancien rapporteur de l'ONU pour l'alimentation. Et vous avez donc préfacé ce livre de Bruno Parmentier, Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde. Ça paraît aux éditions La Découverte. Merci à tous les deux d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes.